sois très à l'aise devant tout le monde pour t'informer que le jury de certification s'est réuni hier soir. Comme vous ne le savez pas toutes, mais il y a une brochette que je vois là-bas qui sourit, qui a bien compris de quoi il s'agissait. Donc Lisa termine sa formation d'équithérapeute à l'IFEC, elle l'a terminée en mars dernier. Le jury du coup s'est réuni hier pour examiner les pièces de ton dossier de certification. Et j'ai le grand plaisir de t'annoncer que depuis hier soir, tu es équithérapeute diplômée de l'Institut. J'ai un deuxième autre plaisir, c'est celui de t'annoncer que pour la première fois en 4 ans, le jury a décidé d'apposer une mention qu'il n'appose jamais sur ton diplôme. Ce sont les félicitations du jury, donc ce sont mes félicitations qui t'accompagnent d'autant plus. Bravo! Voilà, j'espère que ça t'a mis à l'aise maintenant. Je me présente, Audrey Lisa, nouvellement diplômée effectivement de l'IFEC. Je suis originaire du Jura et où je vais commencer justement une activité d'équithérapie avec mes chevaux. Et je remercie Nicolas pour son invitation ici. Alors je vais vous présenter un travail que j'ai mené en fin de formation. Durant cette formation, j'ai décidé de plus m'intéresser au cheval et tout particulièrement à quels aspects du tempérament du cheval permettent à l'équithérapeute d'adapter la prise en charge au patient. Alors je me suis beaucoup questionnée durant toute cette année sur finalement comment définir le cheval d'équithérapie. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul cheval d'équithérapie? Et comment définir celui qui finalement est le bon cheval? Est-ce que c'est celui qui est calme, qui est posé, qui ne fait rien, qui tolère tout, qui supporte tout pendant les séances? Souvent, quand je me suis rendue en stage, j'ai pu observer des chevaux qui finalement ne coopèrent plus. Des chevaux qui étaient mordeurs, qui étaient agressifs, soit envers l'équithérapeute, soit parfois même envers les patients. Et finalement, ça m'a interpellée puisque c'était des séances où le cheval n'était pas disponible, c'était donc au détriment du patient. Donc je me suis questionnée, j'ai envie de revenir à pourquoi le cheval et comment lui permettre d'apporter plus au patient. Apporter plus, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire permettre au cheval d'être plus acteur en séance et d'en faire un véritable partenaire pour l'équithérapeute. Alors, en pratique, on verra aussi, du coup, quel type de séance ça implique. Alors, on va voir d'abord revenir sur la place du cheval dans le cadre thérapeutique, comment le cheval s'inscrit dans le cadre. Quelles sont finalement ses qualités intrinsèques en éthologie qui permettent son utilisation en équithérapie, sur quoi on s'appuie, nous, pour pouvoir travailler avec lui. Et j'aborderai avec vous aussi la notion de tempérament. On verra qu'il y a plusieurs types de tempéraments. Et donc, connaissant cela, on essaiera de trouver le cheval face à la problématique du patient, essayer de réfléchir à une adéquation. Est-ce qu'il y a un type de cheval qui est prédestiné à l'équithérapie en fonction de son tempérament, ou au contraire, est-ce que chaque tempérament va nous permettre d'aller vers des objectifs différents? Et puis la troisième partie sera plus pratique, avec justement comment rendre le cheval acteur en séance. Donc je ferai quelques propositions de séance, et puis également, de façon plus générale, je reviendrai avec vous sur les modalités d'accueil et de travail des équidés qu'on utilise en équithérapie. Alors tout d'abord, en éthologie, je le rappelle, la science qui étudie le comportement, on a pu étudier le comportement des chevaux et on sait aujourd'hui que c'est un animal social, c'est-à-dire que c'est un animal qui vit en groupe au sein duquel il y a une hiérarchie. On a aussi pu analyser son budget temps, c'est-à-dire sa répartition de ses activités sur 24 heures. On sait par exemple qu'il va passer plus de 60% de son temps à s'alimenter. Le cheval au sein du groupe est un animal qui recherche le contact. C'est un animal social. Il va donc être capable de rentrer en communication avec ses congénères. Pour ça, il dispose d'un panel d'attitudes, de postures ou de mimiques qui vont lui permettre de se faire comprendre. Et lorsque l'homme est présent dans son environnement, il est également capable de comprendre le langage corporel de l'homme. Donc, il va pouvoir y avoir une interaction. Et c'est sur cette base-là qu'on va se baser pour pouvoir établir une connexion entre le cheval et le patient. De plus, le cheval est un animal sensible, c'est-à-dire qu'il va être capable de percevoir l'intensité et la volonté de la personne. Il va donc répondre de façon proportionnelle à son intention.
Il est aussi le reflet de l'état émotionnel de la personne. Je pense par contre que vous avez tous pu observer dans votre cavalerie des chevaux plus ou moins sensibles. Des chevaux qui vont très vite réagir avec une personne stressée, qui vont tout de suite ressentir aussi le stress, quand d'autres chevaux vont être beaucoup plus placides. Alors comment finalement expliquer cette différence entre les chevaux et comment essayer de la définir? Alors je reviendrai rapidement sur quelques définitions. L'éthologie, c'est l'étude du comportement, sachant que le comportement donc, se définit comme les réactions d'un organisme en réponse aux stimulations du milieu intérieur ou extérieur. Le tempérament, en éthologie, on va le définir comme étant l'ensemble des caractéristiques comportementales, appelées traits, qui sont stables dans le temps, c'est-à-dire qu'on va les retrouver tout au long de la vie de l'individu, et entre situations proches. Donc le tempérament est un marqueur de l'identité du cheval. On peut parfois trouver le terme de personnalité, qui se définit comme l'ensemble des comportements, des aptitudes ou motivations dont l'unité est la permanence, donc on retrouve cette notion de permanence, constitue l'individualité, la singularité de chacun. Alors j'ai eu envie de m'intéresser un petit peu à ces sujets, tout d'abord en abordant une notion, donc Pat Parelli donc, a abordé la notion de personnalité en la transposant aux chevaux. Donc il a donc créé la notion de horsenality. Donc je me suis d'abord intéressée à ça. Alors les horsenality, elles sont basées sur deux principes. Tout d'abord, le cerveau dominant chez le cheval. Par analogie avec celui des hommes, on a des cerveaux droits dominants qui vont être plus dans l'émotivité, dans l'émotion, par rapport à des cerveaux gauches dominants qui vont être plus dans le raisonnement, qui vont être plus curieux et une petite tendance à dominer. Par ailleurs, on a aussi deux sous-autres catégories, les chevaux extravertis, qui vont être des chevaux très dynamiques, qui bougent beaucoup, qui ont de l'allant, qui prennent de la place, qui sont vraiment présents, par rapport à des chevaux introvertis qui sont beaucoup plus discrets, qui s'économisent vraiment sur le plan moteur et qui bougent très peu. Donc, j'espère que vous voyez bien, c'est basé sur l'observation de petits traits de caractère, donc qu'on voit tout au long du cercle. Et donc, en observant son cheval, on va pouvoir cocher si on observe des attitudes. Donc, par exemple, si le cheval a souvent la tête haute, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, je vais aller cocher sur ce trait de caractère. Si j'observe ce trait de caractère de façon faible, je vais mettre au centre du cercle. Si je l'observe de façon très forte et très souvent, si c'est vraiment au quotidien, je vais le mettre à la périphérie du cercle. Donc une fois que j'aurai comme ça positionné mes points, le cadran où j'aurai le plus de points, et d'autant plus si les points sont à l'extrémité, ça va me définir un peu vers quel type de cheval je vais. Donc ça permet de définir 4 grands types de chevaux. Donc le cheval cerveau droit extraverti, c'est un cheval très très speed, qui surréagit à son environnement. C'est le cheval qui a toujours les yeux grands ouverts, c'est le cheval qui ne tient pas à la tâche sans piétiner, c'est le cheval qui va trébucher parce qu'il ne fait jamais attention à ce qu'il fait, c'est le cheval quand on le met en ronde longe, il est capable de faire 15 tours comme ça sans s'arrêter. C'est vraiment un cheval, on va dire, hyper actif. En dessous, vous avez le cerveau droit introverti. Alors lui, c'est également un cheval émotif, mais par contre beaucoup plus réservé physiquement. Donc c'est un cheval qui va être inquiet, qui va avoir besoin d'être rassuré par l'homme. Donc c'est un cheval qui, lui, au lieu de bouger, par contre, se crispe, se renferme un petit peu s'il est stressé. Et c'est un cheval qui est vraiment sensible. De l'autre côté, pour les cerveaux gauches, donc vous avez le cerveau gauche introverti, qui est le cheval très calme, vous en avez sûrement en tête. Le cheval qui est capable, lui, au contraire, de rester 1 heure dans la carrière au milieu sans bouger, qui a souvent la babine inférieure relâchée, qui est très calme, très doux, qui est plutôt placide, qui ne s'affole pas et qui est particulièrement attiré par la nourriture, encore plus que tous les autres chevaux. Et enfin, pour finir, le cerveau gauche extraverti, donc lui c'est le cheval très joueur, qui est plus dynamique justement que l'introverti, qui va venir vous chercher, qui va vraiment chercher le contact. C'est typiquement le cheval qui défait son nœud à la tâche, qui met tout à la bouche, qui va venir vous fouiller les poches, qui va venir fouiller les sacs, voilà, qui fait toujours des petites choses comme ça rigolotes. Voilà, donc je pense que ça vous évoque tous des chevaux que vous connaissez. Par contre, ces notions restent subjectives, donc c'est pour ça que j'ai dans un deuxième temps essayé de m'intéresser à des recherches plus scientifiques pour essayer de déterminer vraiment de façon plus rigoureuse les tempéraments de chevaux.
Donc pour ce faire, je me suis intéressée aux travaux de Léa Lansade, qui travaille en partenariat avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, et qui donc a mis en place des tests scientifiques afin de mesurer les tempéraments. Ces tempéraments sont mesurés ici selon 5 dimensions. Donc la sensibilité, c'est-à-dire la réponse aux stimulations sensorielles. L'émotivité, c'est-à-dire les réactions face à des événements nouveaux ou soudains. La grégarité, c'est-à-dire la réaction par rapport à l'isolement avec le groupe. Ensuite, la réaction face aux hommes, c'est-à-dire la propension qu'a le cheval à venir au contact et le temps qu'il met à venir au contact de l'homme. Vous avez en tête des chevaux qui viennent tout de suite vous voir au pré, quand d'autres restent bien tranquilles dans leur coin. Enfin, l'activité locomotrice, justement, on revient à l'aspect moteur, avec des chevaux qui ont plutôt spontanément une allure très faible et d'autres qui ont spontanément beaucoup d'énergie. Donc, je vous avais ici, par exemple, le test pour la sensibilité tactile. Donc, on appose des filaments au niveau du garrot du cheval et on note lorsque la peau du cheval frémit, donc lorsque le cheval réagit. Donc, des chevaux très fins vont réagir pour des filaments très fins aussi, justement. Quand d'autres chevaux, beaucoup moins sensibles, on appose petit à petit des filaments de plus en plus épais. Donc, les chevaux les moins sensibles vont réagir tout à la fin des tests. Donc tout ça, ça a l'avantage de nous permettre d'obtenir des résultats chiffrés, non subjectifs. En plus, donc, ils sont mis sous forme de diagrammes qui permettent d'obtenir des profils de tempérament. Donc ici, je vous ai présenté le profil d'un cheval. Donc on retrouve les 5 domaines: activité locomotrice, émotivité, réactivité à l'isolement, sensibilité. Donc on voit ici par exemple que ce cheval a des notes relativement basses. Donc finalement il pourrait se rapprocher d'un cheval de type 1 très calme. C'est un cheval qui a très peu de sensibilité, très peu d'émotivité. Donc l'avantage de ces diagrammes, c'est qu'ils permettent d'avoir tout de suite de visu les qualités du cheval et ils permettent aussi de façon aisée la comparaison entre plusieurs chevaux. Ça peut constituer un outil pour n'importe quel acquéreur d'un cheval qui aurait envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut attendre justement de son cheval. Et notamment en équithérapie, en utilisant ces diagrammes, on va pouvoir prévoir les avantages du cheval. Alors par exemple, en séance, bien sûr, un cheval très sensible au niveau tactile, c'est un cheval qui ne va pas apprécier les séances de pansage trop longues ou à répétition, parce que ça va finir par l'agacer. Et donc, il ne va pas permettre à la personne de prendre le temps pour le pansage. Ici, il faudra plutôt privilégier un cheval avec moins de sensibilité et un cheval plus calme. Un cheval très grégaire, on sait qu'il va être stressé si on l'isole du groupe. Donc s'il est stressé, il n'est pas disponible pour le patient. Donc ce type de cheval-là, on va plutôt privilégier des séances en groupe, par exemple des séances d'observation en paddock, où justement le patient pourra analyser la place qu'occupe le cheval au sein du groupe et son attachement avec ses congénères. Un cheval très réactif face aux hommes, on sait d'emblée que c'est un cheval qui va faciliter le contact, donc qui va vraiment permettre d'aller à la rencontre du patient. Enfin, un cheval actif, on sait qu'il va naturellement engendrer beaucoup de mouvements en séance, donc il serait à réserver à des patients qui déjà sont en mesure physiquement de suivre ces mouvements et puis qui sont aussi désireux de le faire. Donc tout ça, ça donne des pistes pour savoir quel cheval utiliser. Ayant tout ça en tête, j'ai mené un questionnaire auprès d'équithérapeutes qui sont en exercice et j'ai voulu savoir si parmi tous ces chevaux, ils avaient un type préféré qu'ils utilisaient en équithérapie ou si au contraire, leur choix était plutôt indifférent. Donc j'ai réalisé un questionnaire et voici les résultats donc, sous forme de diagramme. Donc on retrouve les 4 grands types que j'ai définis. Donc le type 1 qui serait le cheval très calme, vraiment placide. Le type 2 plutôt inquiet, assez sensible. Type 3 hyperactif et type 4 donc très joueur, très, très rigolo. Donc on remarque que tous les types de chevaux peuvent être utilisés en équithérapie. On note quand même que le cheval de type 3 est le cheval vraiment le moins utilisé puisque bien sûr, vous vous en doutez, il représente un potentiel danger pour le patient, il est quand même difficilement gérable. On remarque que dans tous les cas, les équithérapeutes travaillent ou eux en connaissance avec un cheval de type 4 et qui est le cheval préféré souvent lorsqu'il y a un type préféré. Donc pour chaque cheval, l'équithérapeute a conscience de ce qu'il va apporter. Donc j'ai résumé les qualités de chaque cheval par rapport à la problématique du patient.
puisqu'en fait, l'équithérapeute, grâce à la finesse de son analyse dans le tempérament du cheval, va pouvoir le proposer au patient dans l'objectif d'aller au plus près de sa problématique. C'est ce que résume ici ce tableau. Donc le cheval très calme, il est de nature sécurisant. Il va vraiment laisser la personne faire avec son propre tempo. Donc il va permettre la rencontre, il va aussi développer la confiance en soi et favoriser le lâcher-prise. C'est un cheval qui permet de se laisser aller. On va pouvoir par exemple l'utiliser lors des séances de relaxation ou de sophrologie. C'est un cheval qui est parfois utilisé en début de prise en charge puisqu'il va permettre de mettre la personne en confiance. Le cheval de type 2, spontanément inquiet, est un cheval très réactif. Donc il est vraiment miroir de ce qui se passe pour le patient. Sa sensibilité fait qu'il a vraiment une finesse tout de suite. Donc il va permettre à la personne de tout de suite prendre conscience de son attitude et donc de mieux l'adapter si elle veut parvenir à garder ce lien avec le cheval. Donc il va aussi amener ces personnes à mieux gérer leurs émotions et à améliorer leur connaissance d'elles-mêmes. Donc on voit que c'est un cheval tout à fait intéressant. Le cheval de type 3, hyperactif, donc il peut être utilisé parfois pour des personnes qui ne se rendraient pas compte du risque potentiel du cheval. On peut imaginer une séance en observation pour faire émerger la notion de risque. Cheval type 4, donc très joueur, il va vraiment aller chercher la personne, il va créer le lien pour des fois des personnes qui sont un peu sur la réserve, vraiment développer les échanges. C'est un cheval qui va par contre demander à s'affirmer parce que c'est un cheval qui a tendance à s'imposer et à rentrer un peu comme ça dans la bulle. Donc l'équithérapeute, il est conscient de ça, justement, c'est finalement choisir son cheval en conscience, en connaissant ses capacités, en connaissant en fait son potentiel vis-à-vis du patient. Donc en équithérapie, on retrouve toujours ce schéma. Ici, le cheval va vraiment justement proposer et réagir en fonction de son tempérament. Le patient, finalement, il agit, il se confronte aussi à la réponse du cheval. Et l'équithérapeute est là pour observer et amener à la conscience du patient. Alors bien sûr, même si on propose parfois la même activité, finalement, il ne faut pas perdre à l'esprit que chaque séance va être différente, étant donné que justement, chaque cheval est unique. Et chaque patient est unique. Le biais ici, ce serait d'imaginer que les choses n'évoluent pas. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus la potentielle adaptation du cheval à l'individu et de l'individu au cheval. À l'équithérapeute aussi de mettre en relation ces deux entités en conscience des capacités de chacun, mais aussi de leurs limites. Les limites de l'équithérapeute, celles du patient, à la fois cognitives et motrices, et celles du cheval. Alors justement, par rapport aux limites du cheval, bien sûr, il a ses atouts, mais il a aussi, on va dire, j'ai appelé ça défaut, on va plutôt dire son petit point faible. Le cheval de type 1, c'est un cheval, je vous l'ai dit, qui est capable d'être vraiment statique. Donc si une personne est très elle-même renfermée, les deux ne vont pas pouvoir se rencontrer, puisque c'est vraiment deux blocs qui ne vont pas réussir à se mélanger. Donc ça serait enfermer la personne dans la problématique si on se faisait ce type de rencontre. Le cheval de type 2, pour une personne qui serait agressive, elle risque de vite stresser le cheval sans forcément s'en rendre compte à temps et le lien serait rompu. Donc à l'équithérapeute là, d'avoir en tête ça et d'être particulièrement vigilant afin que justement le lien ne se rompe pas et que chacun puisse ensuite continuer à évoluer ensemble. Le cheval de type 3, hyperactif, donc à réserver à des personnes, pour moi, qui ont déjà un vécu avec les chevaux et qui sont capables d'adapter leur comportement. On peut penser ce cheval-là, par exemple, l'utiliser pour des anciens cavaliers ou même pour des cavaliers pratiquants encore actuellement, qui souhaiteraient réfléchir à leur façon de communiquer avec les chevaux et pour lesquels, finalement, ça serait un challenge d'arriver à communiquer autrement avec ce cheval et à l'apaiser. Donc le cheval dominant, enfin, donc pour les personnes faibles, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est un cheval qui va vraiment s'imposer, donc qui peut créer une insécurité physique ou émotionnelle chez le patient. Donc certains équithérapeutes proposent quand même ce genre de cheval, mais de petite taille, afin déjà de limiter l'aspect trop imposant. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie donc pour aborder les choses un peu plus en pratique, maintenant qu'on sait ça. Donc par rapport au cheval, acteur en séance. Alors d'abord, et je pense que vous en conviendrez tous, il me semble que travailler avec un cheval,
ça impose de le respecter, et donc de respecter, on l'a vu, ses besoins naturels. Donc pour moi, ça implique de travailler avec des chevaux dont les besoins nécessaires sont respectés, donc une vie au pré et en troupeau. Le cheval, il s'engage aussi avec nous en séance, donc il me semble important de lui ménager des périodes de repos et de varier aussi son travail en dehors des séances, c'est-à-dire continuer à le travailler, continuer à le monter, sortir en extérieur, sortir en concours si on veut, voilà. Pour qu'il y ait de la variabilité, pour avoir des chevaux disponibles et frais. De même, cette variabilité, on va essayer de la conserver en séance, ne pas toujours répéter les mêmes séances qui enferment le cheval. Si on enferme le cheval, on enferme le patient aussi et on s'enferme aussi. Donc c'est pour ça, essayer de varier aussi. On peut imaginer des séances de soins, des séances plus de jeu, du travail monté, ça peut être de la voltige. Des pistes qui me semblent intéressantes justement pour laisser le cheval libre d'agir, c'est le travail en liberté. On peut s'inspirer du modèle Igala, donc qui laisse le cheval dans un espace clos sécurisé avec le patient, et où finalement le cheval, comme il est libre, justement, il interagit et il agit selon sa nature avec le patient. Et je pense que là, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que justement, il n'y a pas ce carcan d'objectifs et ça permet une rencontre et ça permet l'émergence de situations thérapeutiques. Enfin, une dernière piste que je voulais soulever avec vous, qui me paraît aussi intéressante, c'est de faire participer le patient à l'éducation du cheval. Alors justement, par exemple, on peut imaginer, je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, pour un cheval de type 2, donc qui est inquiet, si on a un patient qui a un problème au niveau de la communication, qui va être très vite agressif, on peut proposer donc la rencontre entre ce patient et ce cheval, après quelques séances pour que chacun trouve ses marques. Et la séance, par exemple, ce sera une séance où la personne devra faire aller le cheval vers un nouvel objet. Donc on sait que ce type de cheval, il est forcément stressé par un nouvel objet, c'est dans sa nature. Donc le but de la séance, ça va être que la personne arrive à amener le cheval vers l'objet. Donc pour ce faire, il devra forcément adapter son mode de communication, avoir une communication non violente, respecter le timing du cheval et puis trouver des solutions pour que le cheval arrive à s'approcher de l'objet. Donc finalement, en éduquant le cheval, ici en le désensibilisant à un objet, on aborde différemment la problématique du patient et on le rend acteur dans sa prise en charge. Un autre jeu, par exemple, on peut se baser sur les 7 jeux aussi de Pat Parelli que vous pouvez trouver facilement. Donc par exemple, il y a un jeu qui s'appelle le yo-yo. C'est-à-dire que je dois faire avancer et reculer mon cheval. Donc par exemple, on peut prendre ici un cheval de type 4 qui va être assez dominant, qui va toujours vouloir venir dessus, avec une personne dont la problématique est un manque d'affirmation. Et le but, ce sera qu'elle parvienne petit à petit, on ne va pas comme ça, en claquant des doigts, tout faire d'un coup, mais qu'elle parvienne à s'affirmer et à réussir ce jeu avec le cheval. Donc en même temps, on crée des petits exercices qui vont aider la personne et en même temps, en plus, le cheval finalement devient plus à sa place. Donc ça me semble des pistes tout à fait intéressantes. Donc ensuite, ces jeux, ils sont adaptés, alors je m'excuse, vous ne devez pas tout voir, et ces jeux, ils sont adaptés aussi à la nature du cheval. Un cheval de type 1, très calme, il va aimer être récompensé par justement des pauses et beaucoup de nourriture. Ça va vraiment être sa motivation. Un cheval de type extraverti très, très speed, lui, il va aimer au contraire bouger. Donc, on ne va pas aborder avec chaque cheval les exercices de la même façon. Donc, à nous aussi d'avoir en tête les capacités de chacun et les limites de chacun. Donc, à l'équithérapeute aussi d'être garant dans ce qu'il propose. En connaissant mieux ses chevaux, il assure une prise en charge sécure et cohérente à son patient. Et ça me semble très important, d'à la fois garantir la sécurité physique et émotionnelle de ses patients, mais aussi l'intégrité physique et mentale de sa cavalerie, si on veut en faire des véritables partenaires. Donc je remercie encore toutes les personnes qui avaient bien voulu répondre à mes questions. Et si vous le permettez, j'aimerais terminer cet exposé par la lecture d'un texte que je trouve particulièrement juste. Texte de Jérôme Garcin. Depuis la nuit des temps, pour le meilleur et pour le pire, le cheval a été l'indéfectible allié de l'homme. Maintenant qu'il n'est plus utile, il est nécessaire.
À nous qui n'avons que 2 jambes, il en donne 4, si gracieuses et musclées à la fois. À nous qui avons perdu nos illusions, il propose l'idéal politique de la force sans violence et de la justice immanente. À nous qui sommes prisonniers de nos vies modernes, il promet la liberté. À nous qui vieillissons trop vite, il restitue le paradis perdu de l'enfance. À nous qui trébuchons chaque jour, il offre, entre terre et ciel, le suprême équilibre. Il est bon avec les faibles et ne passe rien aux fanfarons. Il n'oublie rien de ce qu'on lui a confié. Il nous comprend, il nous grandit, il nous augmente. Et on ne sait même pas comment le remercier de tout ce qu'on lui doit. Je vous remercie.